Cet OM va mieux, cet OM va beaucoup mieux et on va voir quelles sont les 5 raisons selon moi pourquoi cet OM va mieux. Après avoir dynamité le TFC samedi dernier, après avoir mis 5 buts du côté de Brest, après avoir eu quelques regrets certes face à Reims, l'Olympique de Marseille est actuellement deuxième ex-aequo du classement avec la deuxième meilleure attaque et ça change. Ça change par rapport à la saison dernière et on peut se le dire. Ça fait plaisir. On est heureux et on est heureux de revenir sur cet Olympique de Marseille. On va voir les 5 raisons pour lesquelles l'Olympique de Marseille va mieux. Ces 5 raisons sont non exhaustives, ça veut dire qu'on peut en trouver d'autres. Évidemment, on pourra toujours les nuancer. Il y a des zones d'ombre, mais on retrouvera évidemment ici, cette semaine, sur CM Football, une nouvelle vidéo pour faire le bilan du mercato. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, parce qu'on va réellement kiffer cette saison. Ça, on le sent. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner si vous aimez mon contenu à mon autre chaîne. Elle s'appelle Le Vestiaire. Hier, on a fait un tour d'Europe. C'est un tour de toute l'actualité européenne. Le Vestiaire Football Club, ça se passe sur YouTube. Évidemment, le lien est ici. N'hésitez pas parce que je ne suis pas seul. Je suis avec Thomas, mon ami de Chronique Foot, et on analyse l'actualité de tout le football. Et cette semaine, on reviendra sur l'Olympique de Marseille. On reviendra aussi sur le Real, le Barça, le Paris Saint-Germain. On parle de tous les clubs et ça fait plaisir aussi de parler de toute cette actualité pour savoir aussi, pour faire une comparaison sur comment l'Olympique de Marseille se comporte. Et hier, on a parlé de cette polémique qui a eu lieu lors du match du LOSC face au Paris Saint-Germain, ce but qui aurait dû être accordé et le VAR qui n'a pas justement pris les bonnes images. Bref, on en reparlera, mais n'hésitez pas à venir vous abonner sur Le Vestiaire. Alors, le point mercato d'abord pour commencer avec Verretou qui a choisi l'Olympique lyonnais. C'est un débat assez particulier. Je sais que ça a envenimé la toile internet avec ce choix. Est-ce qu'il a décidé d'attendre la fin du mercato pour choisir l'Olympique lyonnais? Est-ce que l'Olympique lyonnais, avec les ex-olympiens, puisque l'OL a des ex-dirigeants de l'Olympique de Marseille à sa direction, est-ce que tout le monde a tergiversé pour faire de Verretou un choix comme joker? Bref, on ne le saura jamais. En tout cas, ce qui s'est passé avec Verretou qui a été cyberharcelé, c'est pas acceptable évidemment et ça fait peur par rapport à tout ce qui se passe sur Internet et donc ce côté victime du harcèlement en ligne n'est pas acceptable vraiment et c'est dommageable pour le football au sens large. En tout cas, Verretou qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille. L'OM demande 8 millions d'euros. L'OL a fait une offre à 4 millions d'euros. Ça pourrait se trouver entre les deux, mais il y a une deadline qui est importante. C'est que si Verretou et l'OL veulent inscrire le joueur pour l'Europa League, il faudra qu'il soit transféré d'ici jeudi. Donc dans 2 jours, et ça va peut-être accélérer les choses. Du côté d'Mbemba, c'est un peu plus compliqué. Le joueur est parti pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il semble être vraiment brouillé avec la direction. La direction a annoncé que les Lofters ne joueraient pas une seule minute cette saison. Mbemba, lui, a refusé un contrat avec Al-Shabaab. Il y a vraiment une guerre ouverte entre lui et la direction de l'Olympique de Marseille. Il semblerait qu'Mbemba veuille partir libre. Et l'OM serait prêt à l'écarter tout au long de la saison et à lui mettre des amendes tout au long de la saison. Il faudrait que ça se règle. Il reste peu de championnats ouverts. Je crois qu'il y a la Turquie jusqu'au 13 septembre. Il y a encore la Belgique, il y a encore le Qatar. Est-ce qu'il y aura évidemment une issue heureuse, quelle qu'elle soit? Est-ce qu'il peut être réintégré? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut quitter l'OM? Peut-être. On va suivre ça évidemment dans les dernières informations. En tout cas, il y a Bakola qui est la belle surprise puisqu'il va signer son premier contrat pro. L'OM et son entourage se sont mis d'accord pour un contrat professionnel. Il a vu Enzo Sternal grappiller des premières minutes de jeu face à Brest. Peut-être que ça l'a confirmé dans son choix de vouloir être à l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il n'a pas eu les offres qu'il souhaitait ou le montant. En tout cas, son entourage n'a pas eu le montant de la prime à la signature qu'il souhaiterait. En tout cas, c'est une bonne chose pour la formation marseillaise de voir 2 de ses joueurs confirmés, en plus d'Albon Lafont, Gaël Lafont, en plus d'Abdallah, en plus peut-être de Selami qui va lui aussi peut-être signer. C'est bien de voir ces jeunes. Maintenant, on verra s'ils arrivent à grappiller du temps de jeu parce que cette saison va être très importante. D'ailleurs, par rapport à tout ça, est-ce que vous souhaitez un joker si Verretou et Mbemba partent? Dites-moi en commentaire. Je vous ai posé la question sur mon compte Instagram où on essaye évidemment d'être très actif avec des éléments complémentaires. Donc, n'hésitez pas évidemment à venir me suivre là-bas puisqu'il y a un joueur qui est libre de tout contrat. Lui
est libre de tout contrat, donc il pourrait signer à l'Olympique de Marseille. Il y a trois possibilités pour signer un joker. La première, c'est de savoir si l'Olympique de Marseille a un joueur blessé constaté par la Ligue de football professionnel. Dans ce cas, l'OM peut avoir un joker. La deuxième possibilité, c'est de prendre un joueur joker non médical qui a une licence en France. Et la troisième possibilité, c'est évidemment d'aller chercher un joueur qui est libre de tout contrat. Donc Rabiot pourrait être dans les pourparlers. Moi, c'est un grand oui. Mais est-ce que pour lui, c'est un grand oui? Je ne sais pas. En tout cas, on va suivre ce dossier. Alors, la première raison qui est très importante sur pourquoi cet OM va mieux, on va faire comme d'habitude. On va faire un top-down. Ça veut dire on part de la direction et on va sur les individualités. Et la première raison, évidemment, c'est Frank McCourt. Frank McCourt est l'élément principal de ce renouveau de l'Olympique de Marseille. Parce que début juin, il a accordé plusieurs interviews et il a rappelé sa volonté d'investir pour construire à l'Olympique de Marseille. Quand bien même on se pose des questions sur Frank McCourt, il a rappelé que l'OM n'était pas à vendre. Et quand on voit les autres actionnaires qui ont été présents dans les autres clubs français ces dernières saisons, on est en droit de se réjouir d'avoir Frank McCourt à la direction et en tant qu'actionnaire de l'Olympique de Marseille. Il a confirmé Pablo Longoria, en tant que président de l'Olympique de Marseille, c'est un signe fort. Pablo Longoria qui était chahuté, Pablo Longoria qui a été critiqué, à juste titre, parce que c'est lui, le dirigeant principal de l'Olympique de Marseille, qui a accordé le mercato de la saison dernière. On se rappelle un mercato et un entraîneur qui ont été déficients sur les objectifs. Et il l'a confirmé en lui donnant une nouvelle feuille de route, mais aussi en statuant par rapport à ce qui semblait être en interne une grosse problématique qui, de Pablo Longoria et de Stéphane Tessier, allait rester. Eh bien, il a tranché Frank McCourt et c'est Pablo Longoria qui est resté. Et je vous répète souvent, quand la tête va bien, les jambes vont bien. La tête, c'est la direction. Les jambes, ce sont les joueurs. Et derrière, eh bien, il y a ce duo avec Mehdi Benassia qui a été confirmé. Mehdi Benassia qui est monté en puissance et en compétence également parce qu'il apprend ce métier de conseiller du président. Il a été très actif durant ce mercato et il a été un des grands bonhommes de ce mercato de l'Olympique de Marseille, évidemment avec Pablo Longoria, mais pas que, parce qu'il a géré des dossiers en direct et il a été celui qui a convaincu, parmi d'autres, le choix de Roberto De Zerbi, parce que c'est la deuxième raison. Roberto De Zerbi qui est devenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On sort de Gennaro Gattuso, de Marcelino, on sort de Jean-Louis Gasset et on va chercher Roberto De Zerbi. On aurait pu avoir Sergio Conceição, mais semble-t-il ça a mis trop de temps du côté de Jorge Mendes pour se mettre d'accord avec Conceição qui n'a pas retrouvé de club pour l'instant et qui souhaitait peut-être de manière familiale mettre un temps d'arrêt à sa carrière. Là, on a été chercher Roberto De Zerbi. On aurait pu avoir Paulo Fonseca, qui se retrouve en difficulté du côté de l'AC Milan. C'est lui qui a choisi l'AC Milan parce qu'il voulait jouer l'Europe. On verra comment ça va se passer. Mais l'OM a été chercher Roberto De Zerbi. Quand même. C'est quand même assez dingue. Ça, c'est un choix fort, un choix exigeant. Et à Roberto De Zerbi, on lui a donné les pleins pouvoirs sportifs. On a été chercher du côté de Sassuolo, Giovanni Rossi, l'homme avec qui il a travaillé déjà à Sassuolo. Et l'homme qui est l'oreille de l'entraîneur, le lien avec la direction générale de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est un point. Alors c'est peut-être un homme de l'ombre, mais c'est un homme aussi qui va accompagner les desiderata de l'entraîneur et de son staff, puisqu'il a un staff compétent et en nombre. C'est rare d'avoir 7, 8 ou 9 personnes autour de Roberto De Zerbi. Mais si on veut franchir ce cap, si on veut franchir cette exigence, si on veut aller dans un cap à 3 saisons, j'espère, 2 saisons déjà, ce serait bien, ce serait une évolution par rapport aux autres saisons. On doit donner confiance à une ligne directrice globale. Et là, on l'a. Et grâce à cette arrivée, on a eu un recrutement qui, sur le papier, à l'heure actuelle, a une ligne directrice cohérente sur le papier. Bon, sur le terrain, on le voit. Il y a un plan de jeu. En tout cas, cet OM est en reconstruction. Cette reconstruction, elle est globale, elle est de la direction jusqu'à l'entraîneur, mais également sur le terrain, avec un recrutement made in Angleterre et Premier League / Championship. S'il y a encore des interrogations sur Ismaël Koné, parce qu'il n'a pas disputé la moindre minute, il est en phase de réathlétisation, il a été cherché du côté de Watford.
On a Mason Greenwood qui a été recruté du côté de Manchester United, encore Première Ligue. On a Højbjerg qui a été recruté du côté de Tottenham, encore Première Ligue. On a Jonathan Rowe qui a été recruté, lui, du côté de Norwich. Alors, Championship, Première Ligue, il a connu les deux. On va voir aussi, on va lui laisser le temps d'arriver. Mais il y a cette exigence de la Première Ligue et cette volonté aussi d'aller trouver des joueurs offensifs et un maître dont on reparlera tout à l'heure, Pierre-Emile Højbjerg. Et puis la dernière recrue, c'est Neil Maupay, lui aussi, qui a connu la Première Ligue et qui arrive sur la pointe des pieds pour l'instant, mais j'ai aimé sa grinta. Et donc là, on a parlé de 5 joueurs sur les 11 qui ont été recrutés en Angleterre. Il y a une ligne directrice globale et on redescend avec un plan de jeu et une exigence. Là, avant de parler du plan de jeu, je veux tout. Pour devenir grand, il faut le jeu, la mentalité et c'est le plus dur. On doit avoir faim de grandes équipes tous les jours, 24 heures par jour. Une exigence élevée, c'était sa déclaration après la victoire face à Toulouse. Et ça se retransmet et ça se voit. Ça se voit sur le terrain avec des principes de jeu, avec Quentin Merlin un cran plus haut, avec un pressing, avec une volonté de marcher sur l'adversaire et de presser et d'écraser l'adversaire avec un système offensif qui est intéressant, que ce soit en attaque placée, que ce soit en phase de verticalité, ici le deuxième but, avec cette volonté de voir Luis Enrique en bas à droite sur l'écran, aller chercher le deuxième but face à Brest. Ces principes de jeu, en quelques semaines, ils sont en place. Intégrés, pas totalement peut-être, mais en place. Et quand on sait que Roberto De Zerbi a mis tous ses joueurs pendant 15 jours à la commanderie, au vert, pour dormir là-bas, s'entraîner et se développer, j'espère que ça va payer. En tout cas, ça change. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles l'Olympique de Marseille va mieux. La troisième raison, l'OM va mieux parce que l'OM est efficace. Efficacité offensive retrouvée, 3 matchs, 10 buts. 3 matchs, 10 buts. Alors 4 buts encaissés, ça sera à retravailler quand on le voit ici par rapport au top 5, même au top 6, l'OM est la plus mauvaise défense. Certes, mais 10 buts marqués. 10 buts marqués avec le meilleur buteur du championnat, celui qui aura le top scorer de la Ligue 1 sur son maillot face à Nice. 5 buts marqués pour Mason Greenwood, 2 buts marqués par Luis Enrique. Luis Enrique retrouvé. Il aurait pu avoir un troisième but qui lui aurait été accordé. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une ligne offensive avec Amin Harit et Luis Enrique qui sont deuxième meilleur passeur ex aequo du championnat. Et ça change. Quand on voit que l'année dernière, on n'avait que Pierre-Emerick Aubameyang. Maintenant, on a, semble-t-il, une diversité offensive. Et on attend de voir Neil Maupay et on attend de voir également Eli Wahi marquer. Mais après, il faut nuancer. Pourquoi ? Parce que regardez, justement, avec Understat, justement, les stats, l'OM en XG aurait dû marquer 4,43 buts. Quand je parle d'efficacité, c'est un point important. Le mot est bien choisi. L'OM aurait dû marquer 4,43 buts et on a marqué 10. Alors, évidemment, il y a des talents. Et il y a un talent. Mais il y aura peut-être des moments dans la saison où ça va être plus difficile. Alors certes, on va se dire, oui, mais Wahi aurait dû marquer face à Reims. Ouais, mais quand on voit le but de Mason Greenwood face à Toulouse, le premier, là, je crois qu'on est à 0,05 XG pour marquer petit filet sans regarder le but. Bon, c'est un talent fort, mais ça reste aussi à nuancer. L'efficacité offensive est retrouvée et il va falloir confirmer. Et après, la quatrième raison, c'est que quand on arrive quelque part, soit on change tout, soit on s'appuie sur les cadres. Et là, j'ai l'impression que Roberto De Zerbi, avec son staff, a voulu travailler par détail. Et le premier élément important, c'est que Valentin Rongier va revenir, mais c'est surtout Léo Balerdi qui est capitaine de cet Olympique de Marseille. Capitaine Léo Balerdi. Lui qui a été largement chahuté. C'est un symbole de le voir prolonger et être capitaine de l'Olympique de Marseille. On a Quentin Merlin, arrivé, délicat, en mercato d'hiver, il n'a pas réussi à trouver ses marques dans un OM qui changeait, avec Gattuso, avec Jean-Luc Gasset, il s'est blessé. Et là, il y a un poste hybride qui lui est trouvé, et c'est bien de capitaliser sur les joueurs qui viennent d'arriver aussi, parce que c'est un recrutement récent. Et on le voit, on a un Quentin Merlin qui monte en puissance, plutôt délicat, moyen face à Brest, on l'a vu très bon face à Toulouse. Et on a un Luis Enrique, lui aussi, qui monte en puissance, comme quoi il faut du temps à l'Olympique de Marseille. Vous m'avez posé la question sur Insta si mon avis avait évolué et changé par rapport à Luis Enrique. Oui, clairement.
Je dois me rendre à l'évidence. Le garçon qui est arrivé à 19 ans avec André Villas-Boas, non souhaité par André Villas-Boas initialement, mais souhaité par Pablo Longoria, il a grandi. Il a passé de près, mais il est en train de montrer ses qualités. Et la saison dernière, quand il est arrivé, revenu de son prêt, il a dépanné. Et il a fait ce que je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il allait confirmer en ce début de saison. Là, il est en train de le faire. Donc c'est bien qu'il ait une concurrence avec Jonathan Rowe, mais c'est bien aussi de le voir enfin prendre la mesure de ce maillot et de son talent. Donc on va voir comment ça va continuer. Il y a Amin Harit aussi, mis sous pression par l'arrivée de Carboni. Mais même s'il n'est pas souhaité, selon la presse, par Roberto De Zerbi, il a marqué, il est passeur décisif et il semble monter, j'espère, en puissance. Lui qui doit être titillé de ne pas avoir été sélectionné par le Maroc pour les matchs de préparation. Et puis, on a Geoffrey Kondogbia, à un degré moindre, qui, certes, n'est pas forcément le joueur souhaité le plus par l'Olympique de Marseille, par les supporters, et on va voir si ça reste l'homme de verre, parce qu'il a un physique fragile, lui qui est parti avec la République centrafricaine, mais face à Reims, c'était bien, et face à Toulouse, c'était mieux avec Pierre-Emile Højbjerg. Et puis, évidemment, la dernière raison, c'est les individualités, ce sont les individualités. On va laisser de côté tout l'aspect extrasportif de Mason Greenwood, on en a déjà parlé, vous avez mon avis sur les 3 vidéos que j'ai réalisées sur lui. Maintenant, sportivement, quel talent, c'est bluffant. C'est bluffant, cette légèreté, cette facilité qu'il a de pouvoir transformer n'importe quel ballon en action dangereuse. Ces doubles passements de jambes, il a obtenu un penalty face à Brest, il l'a d'ailleurs laissé à Eli Wahi pour qu'Eli Wahi débloque son compteur. Il aurait pu marquer un triplé. Il aurait pu marquer également un triplé du côté de Toulouse. Malheureusement, il a cette motte de terre qui l'a gêné pour marquer ce 3e but. Mais quel talent et quel opportunisme sur le match face à Reims, parce qu'il a les abdos et le gainage pour être là et présent, avoir la vision du jeu pour reprendre le ballon de la tête et marquer son premier but au Vélodrome. Daniel Riolo a dit de lui que c'était probablement le meilleur joueur de la Ligue 1. Moi, j'ai en prédiction dit qu'il terminerait meilleur buteur de la Ligue 1. On verra, mais c'est un talent exceptionnel et ça sera le guide probablement de l'Olympique de Marseille offensivement s'il ne se blesse pas. L'autre guide de l'Olympique de Marseille, c'est Pierre-Emile Højbjerg parce que c'est si simple. C'est si simple quand on a un joueur qui sait calmer et qui sait distribuer. Il n'y a pas de négativité à jouer simple, à mes yeux, et rendre le jeu simple. Il y a ceux qui aiment les passements de jambes, mais si c'est efficace, c'est bien. Et il y a ceux qui aiment distribuer et rendre le ballon plus propre. Pierre-Emile Højbjerg, il a ça et il a l'expérience aussi. Parce que je vous rappelle que contre Toulouse, quand il a été capitaine, il prend un jaune au bout de 10 minutes et l'OM est en difficulté dans ces 10 premières minutes. Et il maintient le niveau de pression pour gérer sa rencontre et ne pas aller chercher un 2e jaune. Alors la rencontre, elle tourne facilement aussi du côté de l'OM avec le rouge du côté de Toulouse. Mais quand même, il faut gérer. Alors maintenant, on verra comment il va gérer. Et au tout de sa saison, lui qui est devenu capitaine du Danemark, mais c'est un réel métronome et l'OM a fait un très gros coup. Très gros coup en allant chercher Pierre-Emile Højbjerg. Après, un 2e niveau, il y a ces individualités qui sont déjà en forme avec Rouli qui a arrêté un penalty, plus en délicatesse face à Reims où les 2 buts sont... Le 2e but est évitable à mes yeux et puis il y a son erreur face à Toulouse. À voir, mais... Déjà sur le premier match, au bout de 8 minutes, ce penalty arrêté, c'est un tournant du match puisque il aurait pu y avoir un partout à ce moment de la rencontre. Eli Wahi, qui a marqué, qui a ouvert son compteur but, mais qui a été délicat et déficient peut-être face à Reims avec ses occasions manquées. Mais dans le jeu, c'est un réel plus pour l'Olympique de Marseille face à Toulouse parce qu'il apporte justement cette présence dans la surface de réparation. Et je suis pas sûr qu'il finisse avec 25 buts. Mais s'il finit à 12-14 buts, comme CXG le présente sur Lens et Montpellier ces 2 dernières saisons, si on a Mason Greenwood qui est à plus et Jonathan Rowe ou Luis Enrique de l'autre côté à 10 et 14 buts également, on est pas mal. Jonathan Rowe qui est arrivé, bonne rentrée face à Reims, moins bonne, plus délicate face à Toulouse, mais il va falloir qu'il s'acclimate. Lui qui est resté durant cette trêve internationale, et Cornelius qui, en dehors de sa photo de profil sur Instagram qui est très sympa, qui je trouvais monté en puissance du côté de Toulouse et qui a été fort dans le duel.
Après, il va falloir voir comment les autres vont s'intégrer. On parle bien évidemment de Brassier qui doit prendre confiance en lui. On doit aussi voir Ismaël Koné. On doit voir Carboni sur plus de minutes. On doit voir Delangue peut-être face à Nice. Hein, qui sait, parce que on va en reparler, mais la programmation du match face à Nice, elle pose question par rapport au calendrier international. Et puis d'autres joueurs encore, Neil Maupay, qui pourrait aussi avoir des minutes à grappiller face à son club formateur. En tout cas, ces individualités, elles font du bien. Et ce mix avec les joueurs de l'OM qu'on a précité en raison 4, font du bien, font du bien. Alors, on va passer aux dernières infos. N'hésitez pas à me dire, évidemment, en commentaire votre avis sur ces 5 raisons. Quelles raisons vous pourriez rajouter à ce bon début de saison. Et évidemment, on essaiera de faire ça à chaque trêve internationale pour voir ce qui a évolué durant les 4-5 matchs, puisqu'on n'a que 34 matchs cette saison du côté de l'OM, en dehors évidemment de la Coupe de France. Le maillot des 125 ans, réalisé par Puma. Alors je ne suis pas sponsor Puma de mon côté, hein, je sais que certains le sont et en font la promotion. Je trouve le maillot superbe. Juste le col ne me plaît pas, mais le fait que Puma et CMA-CGM soient mis tout en blanc et mettent en avant le logo de l'Olympique de Marseille, le logo historique de l'OM, ça me plaît. Et ça montre aussi que les supporters peuvent être entendus par rapport au logo ou au blason de l'Olympique de Marseille, ça dépend comment on l'appelle. Mais le fait qu'il soit tout en blanc, moi je trouve que ça apporte quelque chose et je le trouve plutôt joli. Ça sera peut-être un maillot qui sera porté par les joueurs lors du match face à Nice. On va en reparler parce qu'il sera mis en vente justement le jour du match face à Nice. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le match face à Nice, il aura lieu le 14 septembre à 17h. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 ou pour la Coupe d'Afrique des Nations vont se terminer entre mardi et mercredi. Et l'OM va peut-être pas pouvoir avoir tous ses joueurs frais pour cette rencontre à 17h face à Nice. Moi, j'aurais aimé que le match soit le dimanche à 20h45, mais c'est pas la programmation de la Ligue 1. On verra comment ça va se passer, mais ça va être évidemment un match qu'on va suivre avec attention. On fera un avant-match spécifique, c'est le retour des avant-matchs. C'est promis, pas de faux bons cette fois-ci. Mais donc, le match aura lieu samedi 14 septembre à 17h, j'y serai, et on aura l'occasion d'en reparler, puisque si jamais vous me croisez au stade Vélodrome, n'hésitez pas à venir me voir, ça fait toujours plaisir d'échanger et de parler passion avec vous sur l'Olympique de Marseille. Et il y a un autre match qui a été annoncé, c'est l'Olympico, le 22 septembre, dimanche, Lyon Olympique de Marseille, 20h45, celui-là aussi, on va l'analyser, ça sera une grosse semaine, deux gros tests pour l'Olympique de Marseille, 2 gros tests face à 2 équipes qui jouent l'Europe, et donc l'OL sera en Coupe d'Europe le jeudi d'avant. On verra comment ça va se passer. Peut-être que ce sera la première de Verretou en Ligue 1. On le saura très rapidement. Mais oui, ça va être un gros match à suivre. Gros match qu'on analysera avec un contenu spécifique. Je vous en dis pas plus. On va revenir à des basics. Mais on va aussi faire des petites surprises pour augmenter la qualité. Puisque il faut toujours continuer. Donc dites-moi en commentaire quel est votre avis, évidemment, sur les raisons pour lesquelles l'Olympique de Marseille va mieux. On va se retrouver demain ou après-demain sur le vestiaire ou sur CM Football. N'hésitez pas à vous abonner au vestiaire, mais on va faire un bilan du mercato. On va voir quand est-ce qu'il va sortir, mais en tout cas, on sera présent pour notre Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite, puisque dans quelques minutes, une nouvelle vidéo va sortir. Ça sera sur le vestiaire et on parlera d'un club européen. À très vite, les amis. Très heureux de vous avoir retrouvé. Et allez l'OM. Ciao.